Lundi 6 juin 2022, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, une délégation en provenance des Émirats Arabes Unis menée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, est actuellement dans nos murs. La délégation a été reçue ce matin par le président de la République, Andry Rajoelina, au palais d'État d'Iavlou. Rappelons que cela fait une semaine à peu près que le président de la République a effectué une visite aux Émirats Arabes Unis pour des rencontres bilatérales dans le but de la réalisation du plan émergence de Madagascar, surtout dans le domaine du numérique. Ainsi, des discussions pourront se poursuivre dans ce cadre durant cette visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au pays. Il a été officiellement invité par le président malagasy. Dans la page économique de ce jour, comme chaque année, les paysans de la région de Sava se sont bien préparés pour la campagne de la vanille cette année 2022. Néanmoins, les opérateurs de la Sava ont souligné qu'il faut voir de près le côté technique pour que ce soit des vanilles de bonne qualité qui arrivent sur le marché international. C'est un reportage de Mirvulatsfer et Secharanjenas. Le secteur de la vanille est l'activité principale des 90% des paysans de la région Sava. Comme chaque année, ces paysans se sont bien préparés pour affronter la saison de la cueillette qu'ils attendent avec impatience. Néanmoins, le côté technique de la cueillette doit être pris en compte pour garantir une bonne qualité de la production, surtout pour les vanilles exportées vers le marché international. Les opérateurs ont affirmé que certains d'entre eux en profitent pour semer le trouble dans le secteur. Face à cela, ils demandent à ce que le prix mis en place par l'État, qui est de 75 000 arrières le kilo, soit appliqué. Selon le calendrier, le 7 juillet prochain s'ouvrira la campagne pour la cueillette de la vanille verte pour les régions Sava et Analandsrouf, qui sont les régions qui exportent le plus de vanille à Madagascar. Poursuivons dans la page politique, le projet de loi relatif à la validation du prêt pour le financement d'une partie du projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar, ou PRIRTEM 1, a été adopté par le Sénat vendredi dernier durant une session plénière. Ce financement, qui a été signé entre la République de Madagascar et la Banque européenne d'investissement, ou BEI, le 29 novembre 2021 dernier. Mais à Volatsfer nous en dit plus. Ce prêt d'un montant de 363 milliards 888 333 000 arrières devra être remboursé en 25 ans et durant 4 premières années, il n'y aura aucun intérêt à payer. Parmi les infrastructures qui seront effectuées à travers le PRIRTEM 1, le renforcement des réseaux reliant Antananarive à Tuamasin, mesurant 267 km et qui supporte 120 MW, mais aussi l'installation des 4 sous-stations, notamment dans la capitale, à Muramang, à Antsapanan et à Tuamasin. L'approvisionnement en électricité dans endroits où passera ce réseau figure aussi dans ce projet de loi qui a été adopté par les sénateurs durant une réunion plénière menée par le président du Sénat, Razafmaefa Irmanan, vendredi dernier. Dans les actualités sociales, afin de faciliter l'accès aux services de santé, surtout dans les lieux loin des grandes villes, le ministère de la Santé publique avec l'UNICEF et d'autres partenaires internationaux a effectué un atelier sur la réforme des stratégies qui répond aux besoins sanitaires de base durant 3 jours à Nkurunjan et qui s'est achevé en fin de semaine. Les détails avec Fernara Kotarsoul et Asnara Fanzanar. Un enfant sur 3 ne bénéficie pas de vaccination dans le pays, selon une enquête effectuée par l'OMS et l'UNICEF en 2020. 10 femmes décèdent durant la grossesse ou lors de l'accouchement du fait de l'insuffisance des centres de santé et du manque de matériel, surtout dans les zones les plus enclavées à cause du mauvais état des routes. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, l'UNICEF et les partenaires internationaux ont élaboré une stratégie nationale inclusive qui répond aux besoins de la population, mais aussi afin d'apporter des solutions à ces problèmes. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que pour tous les services sociaux, ces intrants, ces médicaments, ces unités contraceptives, ces éléments nutritionnels, mais également ces livres, etc., soient disponibles tout le temps. Et pour cela, ça nécessite une revue complète du système d'approvisionnement et du système logistique. Ça peut paraître technique, mais en fait, c'est des éléments qui nous paraissent essentiels
parce qu'un médecin sans médicaments, une sage-femme sans outils de contraception, de facto peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et honnêtement, ils font un travail admirable dans ces centres de santé, mais malheureusement ne pourront pas servir la population. Et donc on va s'assurer ensemble qu'une chaîne d'approvisionnement complète, régulière, prévisible et efficace soit mise en place pour tout Madagascar. Car c'est vraiment essentiel que chaque enfant de Madagascar, chaque famille de Madagascar, où qu'elle soit située, à Antananarive, mais dans une capitale de province, dans une capitale de district, voire dans un CSB isolé, ait droit aux mêmes chances, ait droit aux mêmes médicaments, ait droit aux mêmes fournitures. Il s'agit aussi d'une stratégie visant à améliorer l'approvisionnement en médicaments, surtout ceux dont la population a besoin, mais aussi d'améliorer la qualité des services de santé pour ces populations, comme les vaccins, les compléments alimentaires, mais aussi des médicaments utiles dans la planification familiale, selon toujours les explications. Et concernant la situation du Covid-19 à Madagascar, il y a eu 101 nouveaux cas de Covid-19 entre le 28 mai au 3 juin dernier. 178 personnes sont en traitement actuellement, 4 présentent des formes graves et une personne est décédée du Covid-19. Sur les 101 cas, 84 cas ont été recensés dans la région Analamang. 4 nouveaux cas viennent des régions Hassan et Diana, 3 viennent de Boué, ni 2 cas pour les régions Antimongefan et Vaknakarach. Si un cas a été recensé dans les régions Analanzrouf et un autre à Matiachamburundi. Et concernant l'affaire QMM, notamment l'éventualité d'un empoisonnement ayant entraîné la mort de nombreux poissons du fait des eaux en provenance de l'usine, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a apporté des explications la semaine dernière. Selon Ravu Kachafinia, l'analyse des échantillons d'eau qui ont été prélevés à Njakara, Katolanyar est en cours. L'analyse scientifique de ces échantillons demande beaucoup de temps, selon toujours le ministre, et les scientifiques malagas sont encore à pied d'œuvre actuellement. Avant de poursuivre dans les actualités internationales, parlons un peu du lundi de Pentecôte aujourd'hui. Le jardin d'Ambozatouv a toujours attiré les pique-niqueurs. Cela a été le cas aujourd'hui, lundi de Pentecôte, d'autant plus que le jardin a été réhabilité avec de nouveaux aménagements pour préserver les espaces verts. Felnar Gotarsoul, Djeranji Amar nous en disent plus. Le jardin d'Ambozatouv a été bandé de monde aujourd'hui. Ce jardin attire une grande affluence depuis qu'il a été réhabilité. De plus, le fait qu'il soit en centre-ville, les visiteurs ne rencontrent pas de difficultés pour rentrer chez eux, selon cette mère de famille. D'après les pique-niqueurs, de nombreux espaces verts, comme celui d'Ambozatouv, mais aussi des endroits pour se divertir, devraient être mis en place. Par ailleurs, les usagers souhaitent également l'ouverture de ce jardin en cours de semaine, mais pas seulement le week-end, afin que ceux qui ont besoin de calme et de sérénité d'esprit puissent en disposer. Pour cette mère de famille, il ne s'agit pas seulement de faire un pique-nique. En effet, puisque ses enfants vont passer l'examen d'ici peu, ce genre de moment est un moyen pour s'évader un peu avant les examens. Outre le jardin d'Ambozatouv, l'avenue d'Indépendance a aussi attiré du monde. La plupart y viennent pour pouvoir prendre des photos devant l'hôtel de ville, qui est aussi l'image de la capitale de Madagascar. Dans les actualités internationales à présent, selon un premier bilan officiel, 21 personnes sont mortes hier dans l'attaque d'une église catholique au Nigeria durant la messe de la Pentecôte. Le pape François a assuré prier pour les victimes et pour le pays douloureusement affecté lors d'un moment de célébration. France 24. Des flaques de sang qui témoignent de la véritable scène d'horreur qui s'est jouée dans cette église d'Owo au Nigeria. L'attaque s'est produite pendant l'office du matin. Des hommes armés se sont introduits à la fin de la messe, tuant de nombreux fidèles venus célébrer la Pentecôte. Une attaque inattendue. La ville d'Owo se trouve dans l'état d'Ondo, au sud-ouest du pays, une zone habituellement épargnée par les attaques terroristes. Le gouverneur d'Ondo s'est dit déterminé à retrouver les assaillants. S'il vous plaît, vous ne devez pas vous faire justice par vous-même. Les auteurs de ces crimes ne s'échapperont jamais. Nous les poursuivons et je peux vous assurer que nous les aurons. Le pape François a également réagi, affirmant qu'il priait pour les victimes. Depuis plusieurs années, l'armée nigériane sur de nombreux fronts
tente d'enrayer l'insécurité dans le pays. Depuis 12 ans, une insurrection djihadiste fait rage dans le nord-est, tandis que le sud-est est le théâtre de mouvements séparatistes. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson, affaibli par des mois de scandales sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements, affrontera ce soir un vote de défiance des députés du Parti conservateur. France 24 toujours. Eh bien, on attendait cette motion de défiance depuis longtemps, mais certains conservateurs finissaient par ne plus y croire. Et là, donc, ils se dépêchent de rentrer ici à Londres pour mettre leur bulletin dans l'urne, ici derrière moi, dans une chambre du Parlement. Ça sera à huis clos. On ne connaîtra pas le nom de ceux qui ont voté pour ou contre Boris Johnson. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que jusqu'ici, ceux qui ont lancé cette cabale n'ont pas encore de visage. Jusqu'ici, parce que désormais, il y en a un qui a appelé à voter contre Boris Johnson. Il s'agit de Jeremy Hunt, l'ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères. Il était contre la sortie de l'Union européenne. Et Jeremy Hunt était celui qui s'était présenté contre Boris Johnson lors de la succession de Theresa May, le finaliste, qui avait été écarté bien sûr par Boris Johnson. Et il dit aujourd'hui que il faut voter contre Boris Johnson parce qu'il n'a pas ni l'intégrité, ni la vision, ni l'éthique demandée, exigée d'un Premier ministre. Voilà donc maintenant les deux camps commencent à se former et ce camp-là sera autour d'un opposant du Brexit. On peut imaginer que de son côté, le Premier ministre, lui, appelle à ne pas diviser le camp conservateur à ce moment-là, alors qu'il y a bien sûr tellement de problèmes à régler. Il y a la guerre en Ukraine, il y a une incertitude économique très importante avec 10% d'inflation ici au Royaume-Uni. Donc, qui de ces deux partis de ces deux camps vont l'emporter? Nous verrons ce soir. Il faut 180 plus une. Il faut 180 voix exactement à Boris Johnson pour qu'il se maintienne en tant que Premier ministre et en tant que chef du Parti conservateur. Et pour terminer, en Irak, pour avoir tenté de quitter l'Irak en emportant des morceaux de pierre et de céramique, un géologue britannique à la retraite a été condamné aujourd'hui à 15 ans de prison par un tribunal de Bagdad. Son co-accusé, un Allemand de 60 ans, a été acquitté. Reportage de France 24. Et ces deux hommes ne se connaissaient pas avant leur arrivée en Irak. Ils sont venus ici dans le cadre d'un voyage organisé pour visiter notamment des sites archéologiques. Et lorsqu'ils se sont rendus dans le sud à Eridu, eh bien, le géologue à la retraite britannique James Fitton aurait ramassé à ce moment-là quelques pierres et fragments de poterie autour de ce site, à même le sol, en guise de souvenir selon lui. Puis il en a donné quelques-uns à son compagnon de voyage allemand avant leur départ. Et lorsqu'ils ont voulu sortir du territoire, vous l'avez dit, eh bien, ces fragments ont été repérés par les douanes à l'aéroport et ils ont été incarcérés pendant 3 mois, accusés de trafic d'antiquités. Donc, jusqu'à leur procès ce lundi, le touriste allemand a lui été acquitté car il n'était pas à l'origine de cette appropriation. C'est en tout cas ce qu'a décidé le tribunal. En revanche, ce même tribunal a estimé que le touriste britannique connaissait ces objets en tant que géologue à la retraite et avait l'intention de les faire passer en contrebande, ce qui est passible de la peine de mort ici. Mais ils ont réduit la peine à 15 ans de prison en raison de l'âge de James Fitton, ce qui a tout de même choqué ces avocats que j'ai appelés hier et qui pensaient à obtenir une peine d'1 an avec sursis tout au plus. Ils ont affirmé qu'ils feraient appel de la décision prononcée aujourd'hui. Les autorités ont manifestement voulu faire ce procès un exemple. Il faut comprendre que l'Irak est un pays qui subit de nombreux pillages depuis des décennies. C'est un pays qui a traversé de nombreuses guerres et conflits et qui n'a jamais vraiment sécurisé son territoire pour prévenir ces pillages et que par ailleurs le sol irakien regorge littéralement de ces antiquités. Il suffit de s'éloigner à quelques dizaines de mètres de ces sites archéologiques pour trouver tous ces fragments qui sont parfois multimillénaires. Or, tous ces objets, même les plus petits qui soient, composent tous finalement l'identité culturelle du pays. Et les faire sortir du territoire, c'est en quelque sorte priver le pays de son histoire. Alors aujourd'hui, les autorités recherchent d'ailleurs à travers le monde des dizaines de milliers de ces pièces qui ont été volées ou pillées dans le pays ces dernières décennies et qui sont parfois rarissimes. Donc aujourd'hui, eh bien, elles veulent se montrer extrêmement sévères et intransigeantes pour mettre fin à ces pillages,
particulièrement à l'heure où le pays s'ouvre au tourisme et où il est de plus en plus facile d'accéder à ces sites archéologiques. Les avocats de la défense soulignent toutefois que ces lieux devraient être au moins clôturés et qu'il devrait y avoir des panneaux pour mentionner l'interdiction de ramasser tout objet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva et très bonne soirée à tous. À très bientôt.